Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Séisme d'El Haouz, nouveau recensement des bâtis sinistrés. L'opération est relancée suite aux réclamations des populations des zones affectées non indemnisées. Ce soir, nous irons à Chichaoua où les commissions locales multiplient les visites de terrain. Flambée spectaculaire des prix de l'huile d'olive, 110 dirhams. Voilà le prix affiché pour un litre de ce produit phare de la cuisine marocaine. Conséquence des récents épisodes de sécheresse qui devraient néanmoins se stabiliser cet automne. Page culture, nous irons à la galerie Babrouah de Rabat où le peintre et critique d'art Mustapha Nafi expose ses toiles à l'honneur. Une quarantaine d'œuvres d'art aux couleurs neutres. Découvrez cette collection et représentation abstraite avec effet surprise garanti. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, lundi, Sa Majesté le Roi a adressé un discours à la nation à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Le souverain a souligné que la poursuite des marches de développement, de modernisation et de construction sont un devoir afin d'assurer une vie digne aux citoyens marocains. Ainsi, les potentialités de notre pays et plus particulièrement celles du Sahara marocain sont utilisées de la manière la plus judicieuse, indique le souverain, qui rappelle que depuis que le royaume a récupéré ses provinces du sud, sa vocation de pays atlantique s'est encore affirmée. Le rappel du discours royal, Souad Anachad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa ali wa sahbihi, Chabi al-Aziz. Les valeurs de solidarité, d'entraide et d'ouverture, qui sont la marque distinctive du Maroc, ont contribué à renforcer son rôle et à conforter sa position, lui permettant ainsi de s'affirmer au niveau régional et international, notamment auprès des pays frères arabes et africains comme un acteur clé et un partenaire crédible et digne de confiance, a affirmé Sa Majesté le Roi. Le souverain a souligné sa détermination à entreprendre une mise à niveau national du littoral, incluant la façade atlantique du Sahara marocain. Si par sa façade méditerranéenne, le Maroc est solidement arrimé à l'Europe, son versant atlantique lui ouvre quant à lui un accès complet sur l'Afrique et une fenêtre sur l'espace américain. C'est la raison pour laquelle nous sommes déterminés à entreprendre une mise à niveau national du littoral, incluant la façade atlantique du Sahara marocain, a affirmé Sa Majesté le Roi. Nous sommes également attachés à ce que cet espace géopolitique fasse l'objet d'une restructuration de portée africaine, a souligné le souverain, formant le souhait que la façade atlantique devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international. Le souverain s'est dit résolu à doter les provinces du sud du royaume des services et des infrastructures indispensables à leur développement économique et à veiller à ce que les projets d'envergure qui y sont lancés soient menés à bonne fin. Nous nous attachons à mettre à disposition les moyens de transport et les stations logistiques nécessaires. Cela inclut aussi de réfléchir à la constitution d'une flotte nationale de marine marchande forte et compétitive, a souligné Sa Majesté le Roi. Le souverain a dans ce sens mis l'accent sur l'impératif de poursuivre l'établissement d'une économie maritime pour consolider le développement de toute la région et en faire bénéficier les populations locales afin de mieux accompagner l'essor économique et l'extension urbaine des métropoles du Sahara marocain. Et Sa Majesté le Roi de souligner que le projet stratégique du gazoduc Maroc-Nigeria est considéré comme un levier d'intégration régionale visant à réunir les conditions d'un décollage économique commun et à enclencher une dynamique propice au développement de la bande atlantique de l'Afrique. Et pour un décryptage de l'actualité qui marque la semaine qui s'achève avec nous ce soir sur le plateau, professeur Mustapha Shimi, professeur de droit et politologue, bonsoir. Bonsoir. Professeur, nous venons de le voir, c'est un discours porteur d'une vision qui renforce l'ancrage du Maroc dans sa façade atlantique. Quel commentaire en faites-vous? C'est un discours de constat et un discours prospectif, d'anticipation. Le constat, c'est quoi? Évidemment, c'est le 48e anniversaire de la Marche verte, le discours de lundi dernier, donc le 6 novembre, et le souverain a évoqué le fait que la cause nationale enregistrait des avancées, qu'elle était consolidée. Et il y a évidemment, il faut le rappeler, la résolution 2703 du Conseil de sécurité
du 30 octobre dernier, avec la réaffirmation d'un certain nombre de principes touchant donc le processus de règlement. Sur quelle base? Il faut le rappeler à nos téléspectateurs, la prééminence continuellement consacrée du plan marocain d'avril 2007 sur l'autonomie dans la région, plus les paramètres de négociation qu'il faut citer, le format des tables rondes, 4 parties, en l'occurrence Maroc, Algérie, Mauritanie, mouvement séparatiste, et le processus donc allant vers un règlement négocié. Également à relever le soutien donné à l'émissaire personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura. Donc voilà le constat. Maintenant, le souverain est allé au-delà. À partir de ce constat, il a évoqué évidemment les réalisations économiques capitalisées dans les provinces méridionales, récupérées. Ça vient d'où? Ça vient entre autres de la vision qui a été développée dans le nouveau modèle de développement défini par le souverain en novembre 2015 à l'Ayoun, qui est un immense programme de quelques 80 milliards de dirhams. Et le constat et l'anticipation, c'est qu'il y a des choses faites, il y a de grands chantiers. Ça doit être une plateforme pour une réflexion d'anticipation, prospective, c'est ce que j'ai dit, pour la valorisation de la côte atlantique sud. Cette façade atlantique comprend 23 pays. Le Maroc a pris des initiatives dans ce sens-là. Je crois que c'est important qu'il y ait davantage de convergence des politiques entre les uns et les autres. Il s'agit de promouvoir un modèle de développement de l'Atlantique Sud, et sur ça, le Maroc est pionnier, il a des réflexions, il a des choses à proposer. Professeur Srimi, je vous remercie pour cet éclairage. Je vous remercie aussi de rester avec nous. Le sommet extraordinaire arabo-islamique s'est tenu hier à Riyad, sommet consacré à la fois à l'escalade israélienne dans la bande de Gaza et à l'action arabo-islamique face à cette situation. Sa Majesté le roi Mohammed VI a été représenté par le chef du gouvernement. Le souverain a adressé à ce sommet un discours dans lequel Sa Majesté le roi a appelé à un sursaut de la conscience humaine et à une action commune pour que cesse le massacre de vies humaines dans la bande de Gaza. Professeur Srimi, en sa qualité du président du comité Al-Quds, Sa Majesté le roi n'a eu de cesse d'entourer la population maqdissi de sa haute sollicitude, une bienveillance qui marque le discours d'hier. Il y a ce que fait le Maroc pour les populations palestiniennes, notamment le Maroc abrite, vous le savez, Beit Quds, qui est une institution sociale importante. Il y a le soutien du royaume à propos de la cause palestinienne devant toutes les instances internationales et régionales. Il y a enfin le fait que le souverain, Amir Bouminin, est président du comité Al-Quds. Donc vous comprenez l'intérêt particulier que le Maroc a pour cette cause palestinienne qui est chère à tous les Marocains. Le souverain est allé au-delà dans le message qu'il a adressé à ce sommet arabo-islamique, lu par le chef du gouvernement. C'est plus que de la bienveillance, c'est une forte interpellation de la communauté internationale. Le discours royal met en cause l'indifférence de la communauté internationale. Il va plus loin, il met en cause également certaines surenchères avec des calculs étriqués, surenchères qualifiées d'ailleurs de creuses et des calculs et des agendas particuliers. La position du Maroc, elle est claire et constante. Le Maroc n'a pas d'intérêt particulier pour ce qui est de la question palestinienne, et le Maroc n'instrumentalise pas la question palestinienne à des fins de politique intérieure ou autre. Le Maroc est sur un axe constant, celui du soutien à la cause palestinienne, et donc il y a là une mise en cause des responsabilités de la communauté internationale, en l'occurrence les grandes puissances. Il faut également citer le Conseil de sécurité et d'autres instances, etc. Tout ça doit être mis à plat pour que enfin la communauté internationale se mobilise pour trouver une solution à cette question qui est pendante depuis 75 ans pratiquement. Et le souverain a également dressé dans son discours une liste de priorités, il y en a 3, et qui versent toutes dans le même but, que le massacre cesse. Une urgence, car Gaza est sous les bombes depuis plus de 37 jours. C'est vrai, la situation est dramatique, et ça, le message royal met l'accent sur cet état de fait.
Dans le discours royal, il y a 4 priorités, plus exactement, et 4 postulats. Les 4 priorités sont lesquelles? C'est la nécessité d'une désescalade. On ne peut pas continuer comme ça, cette montée des périls, donc, qui frappe d'ailleurs majoritairement les populations civiles, dans les conditions que tout le monde connaît. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est lié à celle-ci, des escalades, donc des opérations militaires et des agressions. Deuxième priorité, la protection des civils qui subissent, vous savez, les affres des opérations militaires. La troisième priorité, c'est l'organisation des aides alimentaires de manière fluide et continue. Il ne s'agit pas d'aide alimentaire coup par coup, sans camion, en frein, etc. Il faut que ça soit organisé. Aujourd'hui, il y a une centaine de camions qui sont autorisés donc, pour aider la population palestinienne à travers le poste égyptien, poste frontière de Rafah, vous le savez. Il faut arriver minimum à 500 camions jour pour assurer les conditions d'alimentation, d'aide, etc. des populations. Et puis, quatrième priorité aussi, la nécessité, par-delà la tragédie actuelle, de réfléchir ensemble avec les pays arabes, les pays musulmans et d'autres instances et d'autres puissances à une perspective politique. C'est le problème de l'horizon politique. Il faudra bien que la communauté internationale s'attelle enfin à mettre sur la table les tenants et les aboutissants de la question palestinienne et à trouver un processus de règlement. Sur quelle base? Sur la base donc des principes définis auxquels le Maroc est attaché. Il faut rappeler que ce sont des principes qui ont été adoptés par un sommet arabe à Beyrouth, ce qu'on appelle le plan d'initiative arabe. Ça a été adopté à Beyrouth en mars 2002 et reconfirmé par un autre sommet arabe qui s'est tenu à Jeddah, donc en 2007. Donc c'est extrêmement important et ça, les positions du Maroc sont connues, on va sûrement y revenir. Et professeur Simi, je vous remercie de rester avec nous. Nous allons tout de suite nous intéresser à la révision du Code de la famille. L'instance chargée de la révision de ce code enchaîne les auditions des associations féminines œuvrant dans le domaine. Une réexamination du Code de la famille qui ne manquera pas d'ouvrir la voie à une avancée sociale pour améliorer et combler les lacunes au sein de l'actuel code de manière à ce qu'il aille de pair avec les évolutions de la société marocaine. Professeur Simi, c'est un immense projet sociétal qui a franchi un nouveau palier cette semaine avec une série de nouvelles séances d'audition d'acteurs de la société civile. Une réflexion collégiale et participative au vu de la centralité des questions juridiques et judiciaires. Oui, vous avez raison de le relever. Vous me permettez de revenir sur la précédente question, simplement rapidement, parce que j'ai parlé de 4 priorités, il me faut parler de 4 postulats. Les 4 postulats sont les suivants, c'est-à-dire le premier, c'est pas d'alternative à une paix réelle qui consacre les droits des Palestiniens, et avec donc Al-Quds Est comme capitale de l'État palestinien. Deuxième postulat aussi, une paix réelle avec la reconnaissance des droits des Palestiniens, une solution de la formule des 2 États. Troisième postulat, le renforcement de l'autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas. Et le discours royal y fait expressément référence en citant le président, disant mon frère le président Mahmoud Abbas. Et le quatrième postulat, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'y reviens, c'est la nécessité de mettre sur pied des mécanismes de sécurité régionale. Au-delà de la question palestinienne, il faut envisager et appréhender les conditions d'une sécurité régionale globale et durable. Évidemment, la fin des agressions. Je vous rappelle aussi dans le message royal la référence faite à la nécessité de la préservation de l'intégrité donc d'Al-Quds. Et je voudrais préciser à ce sujet une référence donnée par le souverain, c'est le discours qu'il avait fait le 31 mars 2019 à Rabat quand il y avait la visite du pape François.
C'est l'appel de Jérusalem, qui est un appel historique, qui consacre précisément la nécessité pour la communauté internationale de préserver le cachet de la ville sainte, qui est donc celle des 3 religions. Maintenant, sur le code de la famille, j'y viens. C'est un processus qui a été engagé, vous le savez, suite à une lettre royale envoyée par le souverain au chef du gouvernement le 26 septembre dernier. Il faut rappeler que le souverain avait posé ce problème déjà en juillet 2022, dans son discours du trône. Bien, donc finalement une commission a été installée, elle est supervisée par le chef du gouvernement, elle comprend un certain nombre de responsables, un comité de pilotage où il y a, c'est un trio, il y a le ministre de la Justice, le président du Conseil supérieur donc de pouvoir judiciaire et le président du ministère public. S'y associe un certain nombre de membres de la société civile, du CNDH, etc. Cette commission a commencé à travailler. Elle a des rendez-vous réguliers maintenant. Elle a une première semaine de contact avec les organisations féminines qui se retrouvent dans une coordination féminine. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'elles ont fait la synthèse de leurs propositions pour présenter un texte commun. Les auditions continuent, d'autres auditions vont se poursuivre la semaine prochaine et les mois à venir. Donc il y a un débat, c'est une approche participative intéressante. Quels sont les dossiers qui sont posés? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, je vais en citer quelques-uns. Problème du mariage des mineurs. Il y a encore 16 000 mineurs qui sont mariés, qui ont moins de 18 ans, donc entre 15 et 18 ans. Problème de la polygamie aussi qui est posé. Il y a également le fait qu'il faut des mesures suffisamment dissuasives pour réduire le plus possible la polygamie. Voilà, qui fait 0,16% des mariages au Maroc. C'est marginal, mais c'est le symbole, c'est important. Il y a aussi le problème du droit de garde qui doit être réaménagé, et en même temps que le droit de garde, le partage des droits de tutelle. Puisque en l'état, suivant le code de la famille, il n'y a que le mari qui a la possibilité d'avoir ce droit de tutelle qui n'est pas partagé. Il y a aussi le problème du droit de garde quand la femme se remarie, elle perd le droit de garde, et ça c'est une atteinte au principe d'égalité. Et puis d'autres mesures aussi importantes, sans parler de la question de l'héritage. Qu'est-ce qu'on fait pour la question de l'héritage? Et la piste, c'est celle de prévoir la place et le statut du testament pour qu'il y ait un principe d'égalité. J'ajoute une dernière observation. La commission, il faut la laisser travailler. Il y a beaucoup de rumeurs, d'informations sur les réseaux sociaux, etc. Évidemment, notre société, elle est pas homogène sur ce plan-là parce que c'est un problème sociétal. Il y a un courant conservateur, on le sait, qui est respectable, mais un courant moderne aussi qui est tout aussi respectable. Je vais plus loin. Ça n'est pas binaire comme on peut le penser parce qu'il y a des croisements entre les positions des uns et des autres qui sont conservateurs sur un point, modernistes sur l'autre, etc. Donc c'est compliqué. La commission est à l'écoute. Elle va entendre d'autres instances, elle va entendre également les partis politiques, d'autres acteurs associatifs ou autres, etc. Donc il faut la laisser travailler et la conviction qui se dégage, c'est que cette commission est animée par le souci d'arriver à un texte qui soit consensuel le plus possible, étant entendu, pour finir, que ce n'est qu'un avant-projet. Ensuite, il doit être validé comme projet, validé par le souverain, passé en conseil de gouvernement, puis au Parlement. Donc il faut laisser la commission travailler. C'est un débat de société, mais il faut que ce débat soit sain et qu'il ne donne pas lieu à des confusions ni à un flou. Mustafa Shemi, professeur de droit et politologue, je vous remercie pour cet éclairage. Merci à vous. Séisme d'Al-Haouz, les populations sinistrées qui n'ont pas encore bénéficié de l'aide d'urgence continuent de remonter leurs réclamations et recours aux autorités compétentes. Dans la province de Chichaoua, les commissions locales multiplient les visites de terrain dans les logements endommagés. Leur mission, rétablir le recensement et rediagnostiquer les dégâts. Une opération qui profite aux foyers qui n'ont pas encore bénéficié des aides financières relatives à la reconstruction. Amina Allam, Tassim Billah, Bouazaoui, Emri Missi. Mouvement inhabituel au bureau des réclamations à la Qaïda d'Assiglmel, province de Chichaoua. Des citoyens par dizaines déposent leur recours.
Leurs logements, touchés par le séisme, n'ont pas encore bénéficié de l'aide financière directe et celle dédiée à la reconstruction. Les sols et les murs sont fissurés, ce qui rend ma maison inhabitable. J'attends toujours d'être indemnisé. C'est la deuxième visite de la commission locale des collectivités territoriales à mon domicile en réponse à mon recours. Après révision des dossiers, direction le terrain. Les différentes commissions locales sont redéployées dans les zones touchées, rouvrant ainsi l'accès au dédommagement au profit de dizaines de familles sinistrées. Les habitants de logements effondrés partiellement ou totalement ont un délai supplémentaire allant jusqu'au 17 novembre courant pour adresser le recours et obtenir leur indemnisation dans les meilleurs délais. Une seconde chance pour Mohamed, l'espoir de voir son logement reprendre forme renaît. Cela fait 20 jours que j'ai déposé mon recours. Après un premier recensement infructueux, la commission est revenue pour constater les dégradations causées par le séisme. Nous réalisons un diagnostic exhaustif des désordres en prenant en compte la superficie et le nombre d'étages que compte le bâtiment. Tous les paramètres sont répertoriés dans un rapport spécial pour déterminer si l'habitant est éligible ou non à l'aide financière. En application des hautes directives royales, une aide financière directe d'un montant de 140 000 dirhams est prévue pour les logements totalement effondrés et les de 80 000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées. C'est un incontournable de la gastronomie et de la table marocaine. Convoité pour ses valeurs nutritionnelles et diététiques, j'ai nommé l'huile d'olive. Cette année, les prix ont flambé, dépassant dans certains cas les 100 dirhams pour le simple litre du jamais vu. Toutefois, la récolte de cet automne devrait contribuer à baisser les prix pour se stabiliser à 80 dirhams. À Qal'at Saragna, Omar Jlaidi et Zakaria Mouqilbillah. La récolte d'olives bat son plein dans cette exploitation de Qal'at Saragna. Différentes variétés y sont cultivées. Ce fruit trituré au niveau des unités de la région donne une huile d'olive appréciée pour son goût exquis et sa qualité. Mais ce qui préoccupe le plus les clients et les professionnels, c'est la flambée des prix. Plus de 100 dirhams le litre dans certaines régions. La production de cette année est de qualité. Cette hausse des prix s'expliquerait par le déficit pluviométrique. Dans cette unité, nous travaillons sur le produit local, surtout les variétés les plus connues d'olives comme le Hawziya et le Mnara, qui donnent une excellente huile. Les prix fluctuent autour de 80 dirhams le litre. Tout un processus avant d'arriver au produit final. Les olives sont d'abord nettoyées puis broyées dans une période qui ne dépasse pas 48 heures après la récolte. Pour en extraire le premier produit, l'huile d'olive vierge. La cueillette de cet automne semble prometteuse et devrait contribuer à stabiliser les prix. Le manque de pluie pendant plus de 5 ans, ça amène la production à être très faible dans certaines régions, surtout quand on commence à perdre 200 000 arbres par an. Cela a été dû au manque de pluie et pendant 5 à 6 ans qu'on est toujours en pleine sécheresse. La production d'olives de l'actuelle saison automnale devrait s'établir à 1 070 000 tonnes, soit une augmentation de 10% par rapport à l'automne 2022. Un mot de sport, le Wydad Casablanca s'est incliné aujourd'hui face au club sud-africain Mamelodi Sundowns sur le score de 2-0 en finale retour de l'African Football League. Les Rouges manquent l'occasion de remporter le sacre de la toute nouvelle compétition de la Confédération africaine de football. Page culture avant de refermer ce journal avec cette nouvelle exposition signée Mstafa Nafi. Le peintre et critique d'art est de retour avec des toiles très uniques en blanc et noir, à la fois conceptuelles et personnelles avec une touche d'art abstrait. Un méli-mélo qui promet un bel effet de surprise aux visiteurs. Saïd Jassi, Hsna Moussaoui et Maria Awad.
Questionner la matière pour mieux en extraire l'essence même de l'invisible. Telle est la volonté de Mustapha Nafi, peintre des contrastes et des arrondis. Guidé par une approche philosophique, le critique d'art invite à la réflexion sur le sens réel de la vie et la finalité de l'existence. Je vis entre le Maroc et les États-Unis et cela me permet de peindre davantage de choses et de puiser mon inspiration entre deux cultures. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est questionner les faits, la matière pour en récolter une forme d'abstraction concrète que je peins et que chacun peut interpréter à sa manière. Comme Pierre Soulages, Mustapha Nafi raconte les mystères de l'existence en usant de l'autorité du noir. Plus qu'une simple couleur, au service du sens, le noir est la trame narrative de cette exposition, tout comme le bois, support de l'œuvre, mais aussi de l'âme. Les tableaux de Mustapha Nafi interrogent l'imaginaire créatif de l'artiste, mais aussi le pouvoir de l'imagination. C'est une recherche de tous les instants. À travers la couleur noire et blanche, le peintre souhaite raconter une histoire. Et pour ce faire, il lui faut un fil conducteur solide afin de pouvoir transmettre ses émotions. Philosophique, conceptuel et avant-gardiste, les tableaux de Mustapha Nafi témoignent du vide existentiel qui nous engouffre, mais qui fait de nous aussi des êtres d'émotion et de création. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Al-Oula.